Mes camarades, un moment important pour nous tous, et plus particulièrement pour moi, un ancien syndicaliste, me retrouver devant vous et enfin parler lutte de classe, croyez que ce moment, je l'ai attendu. Je me refuse à laisser cette expression lutte de classe dans la bouche de milliardaires, vous voyez à qui je veux penser, ou encore plus à des personnalités du MEDEF. Il faut absolument que nous puissions, pour nous le parti de gauche, trouver le moyen de porter une alternative politique aux luttes qui sont menées dans tout notre pays. Il y a un an de cela, nous avons créé ce secteur, entreprise et lutte sociale, avec cette ambition. Nous étions deux, avec cette ambition, Jean-Paul Renaud et moi-même. Nous avions cette ambition, moi en tant qu'ancien syndicaliste, d'aller au contact des UD, des UL, des responsables des syndicaux dans les entreprises, essayer de porter la parole politique, et ce n'est pas simple, vous le savez, aux portes des entreprises. Pourquoi ? Pour simplement essayer de trouver un moyen que nous puissions, au niveau de notre idéologie, fusionner nos idées et ensemble trouver les moyens concrets de pouvoir porter une puissance, un pouvoir aux salariés. Les syndicalistes qui m'entourent, et que je vais vous présenter, ont tous des particularités dans des secteurs différents. Mais il est important de constater qu'un an après le départ de notre initiative, il s'est créé un climat de confiance entre nous, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont nombreux à répondre aux attentes du parti de gauche. Ces attentes, elles se manifestent de différentes façons. La première, par le fait qu'ils nous reçoivent de manière incroyable dans toutes les régions où nous avons été les voir. La deuxième, et vous les écouterez, par la manière qu'ils ont d'interpréter toute notre politique, et notamment la politique industrielle éco-socialiste que nous voulons mettre en place. La première syndicaliste que je voudrais vous présenter, pour nous, c'est toute une fierté dans l'Essonne, et particulièrement en Île-de-France. Elle a accepté d'être tête de liste pour les régionales aux côtés d'Éric Coquerel. Il s'agit de Catherine Fayet du secteur santé. Bonjour, chers camarades. Jeudi 2 juillet, les personnels de la maternité de Dourdan, dans le 91, soutenus par le collectif de défense de l'hôpital, déposaient symboliquement des centaines de poupées sur le parvis du centre hospitalier. Poupées sans vie, signifiant la fermeture arbitraire et définitive par Marisol Touraine de leur maternité au 1er juillet, après une longue lutte sur la ville et sur le département. Interrogée sur France Inter cette semaine, la ministre justifiait son acte en ces termes. Il y a eu des problèmes de sécurité préoccupants, mais il existe encore une structure. Une structure, c'est l'hôpital dans son jargon, qui accueille encore et toujours les patients et leurs familles de cette petite ville de banlieue sud. Mais pour combien de temps ? Car avec la fermeture de la maternité, tous les autres services sont menacés et peuvent à leur tour fermer leurs portes, être transférés à 30 km sur l'hôpital voisin ou sur un autre département, à Rambouillet par exemple. Mensonges, mépris des personnels et de la population ballottés d'un site à l'autre. Dans l'urgence, méconnaissance d'un dossier porté à bout de bras par toute une communauté médicale et soignante, soutenue par la population, les élus, depuis plus de 2 ans. Peu importe la qualité de prise en charge, de l'accueil et de l'écoute, l'accompagnement des situations difficiles, les projets de toute une équipe professionnelle investie, motivée, qui avait choisi de travailler dans une petite maternité, au cœur d'une ville moyenne en banlieue, plutôt que d'aller dans les grosses concentrations.
La maternité de Dourdan ferme ses portes. Elle vient grossir les rangs de 500 fermetures déjà imposées par les agences régionales de santé sur tout le territoire entre 2002 et 2012. Application du plan Hôpital 2007 et de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé et Territoire, dite loi Bachelot, 38% de ces maternités de type 1 réalisent entre 300 et accouchements par an. Ces maternités qui ont vocation et compétences pour prendre en charge 80% des naissances, sans aucun problème de sécurité sanitaire. Mais la purge continue. 48 maternités considérées dans un rapport de la Cour des comptes comme non rentables, de faible activité, sont dans le collimateur des ARS qui appliquent déjà, avec beaucoup de zèle, leur feuille de route. ENARC, à travers une multitude de rapports, Cour des comptes, IGAS, cabinets d'experts en tout genre, audits et consultants, envahissent les directions régionales et locales jusqu'aux établissements de soins, se substituant aux équipes locales de direction, aux équipes techniques, aux professionnels de terrain pour analyser, expertiser, réorganiser. Bref, rendre plus efficient, plus rentable le projet médical de tel établissement ou la fusion et le regroupement de plusieurs services sur une autre structure. Les missions et objectifs du ministère sont ainsi imposés par des préfets sanitaires à la tête des ARS, arbitrairement, partout sur notre territoire. Imposés sans concertation des instances représentatives, élus des personnels, CHSCT, comité technique d'établissement, CE, sans consultation des médecins, ni des élus et des représentants des usagers au sein des conseils de surveillance ou des conseils de vie sociale dans le médico-social. Ces instances, pourtant élues démocratiquement par les salariés, sont bafouées et réduites à de simples chambres d'enregistrement. Véritable déni de démocratie. Voici quelques exemples au quotidien sur le terrain des dégâts occasionnés par les contre-réformes en matière de politique de santé mises en place par ce gouvernement. Le 14 avril, par 311 voix contre 241, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi de modernisation du système de santé, la loi Touraine. Satisfaction de la ministre, une belle majorité à gauche, du PS à Europe Écologie Les Verts. Un coup de plus contre notre système de santé déjà bien affaibli par les réformes successives. Le plan Hôpital en 2007 qui introduit la tarification à l'activité comme mode de financement de l'hôpital, découpant les patients en pathologies rentables ou pas, introduisant la concurrence entre établissements publics et privés, la loi HPST, dite loi Bachelot, en 2009, qui modifie en profondeur le fonctionnement des établissements de soins, mise en place des ARS, des directoires comme seule instance de décision dans les établissements. Le projet de loi santé accélère la cadence, sous couvert d'un débat autour de la généralisation du tiers payant, face à la seule mobilisation des syndicats de médecins libéraux. Le débat parlementaire, relayé par la presse, a caché l'essentiel. Pourtant, il y a urgence. La loi supprime toute distinction entre la sécurité sociale et les sociétés d'assurance. Elle rend obligatoire d'ici janvier 2016 l'adhésion à une couverture complémentaire santé dans le cadre d'un contrat collectif. Cette mesure va engraisser les banques et les assurances. Elle accélère les attaques contre les services publics de santé qui assurent partout des missions d'accueil et de soins des populations. Dans les 50 milliards de réduction des crédits publics du pacte de responsabilité, 10 milliards concernent la santé et 3 milliards l'hôpital public. C'est une véritable... Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? De l'eau, s'il te plaît. C'est un véritable démantèlement de notre secteur et des services publics de santé de proximité, partout, sur tous les territoires, et un plan social appliqué aux salariés de la fonction publique et des secteurs du médico-social. Excusez-moi. Pour appliquer leur politique, un outil infaillible dans cette loi, les groupements hospitaliers de territoire,
Adhésion obligatoire au 1er janvier 2016 pour tous les établissements publics hospitaliers, sinon ils sont menacés de ne plus recevoir de subventions de l'État pour fonctionner. Tous les établissements seront ainsi regroupés sur un GHT ou deux selon les résistances locales ou par département, accélérant ainsi les fusions et restructurations et fermetures de services. Enfin, les attaques les plus dures visent les personnels, les forces vives, ceux et celles qui assurent au quotidien. Ils restent la principale cible, véritable variable d'ajustement pour réduire les déficits budgétaires de nos hôpitaux, générés et créés par les politiques de diminution de santé votées par les parlementaires en automne. Le déficit cumulé des hôpitaux était évalué à 163 millions d'euros en 2013 contre 116 en 2012. La dette des hôpitaux publics a triplé en 10 ans. Preuve que leur plan d'économie budgétaire imposé à tous les établissements ne fonctionne pas. Déjà malade de trop d'économies, l'hôpital agonise avec ce trop d'austérité. À croire que l'idéal de nos dirigeants est un hôpital sans malades. Face à ces politiques, la lutte, la résistance s'organise et se développe. Dans les établissements d'abord, on résiste. Les personnels se mobilisent aux côtés des organisations syndicales pour défendre la suppression de leurs services ou le transfert des unités. Les attaques sont brutales. C'est l'outil de travail qui est touché. Les services, l'unité d'accueil du patient, tous les projets d'équipe, les investissements personnels s'effondrent parfois en un jour, brutalement. L'hôpital, c'est un peu la deuxième famille pour beaucoup de personnel. On soigne, on accompagne pour une naissance, une fin de vie, on soulage à l'image du témoignage poignant de l'infirmière que nous avons tous attendu et visionné sur les réseaux sociaux pendant la lutte exemplaire de nos camarades de la PHP. Les acquis des personnels négociés et arrachés depuis de longues années sont aujourd'hui remis en cause. Suppression des RTT, allongement de l'amplitude de travail, passage en 12 heures, 10 heures, remise en cause de l'intégration du temps de repas dans le temps de travail. Bref, tous ces accords locaux d'application des 35 heures en 2002 sont détricotés. Les personnels et les équipes résistent dans de nombreux hôpitaux pour rompre l'isolement. Un collectif s'est créé depuis plus d'1 an à l'initiative de militants syndicaux et de non-syndiqués, Convergence des hôpitaux en lutte. Parti de la lutte des personnels du centre hospitalier de Caen, il réunit aujourd'hui une 50aine de représentants d'hôpitaux en lutte, rejoints par les salariés du secteur social et médico-social. En province, comme en région parisienne, des collectifs de défense d'hôpitaux locaux, de maternités, de services de proximité se multiplient depuis plusieurs années, regroupant élus, locaux, militants, associatifs. Ils fédèrent, impulsent, accompagnent. Ils sont aujourd'hui regroupés au sein de la coordination de défense des hôpitaux et des maternités de proximité. Je vais terminer. Je suis un peu longue, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'intervention, mais si vous me laissez terminer, j'en ai pour très peu de temps. Nous avons gagné quelques batailles. Il n'y a pas de petite victoire en la matière, en province surtout, pour maintenir les laits de maternité, de chirurgie, de réanimation. En région parisienne, avec l'exemple de la lutte exemplaire de la maternité des Lilas, dans le 91, face au consortium et aux représentants d'une des plus grandes multinationales du BTP Eiffage, en dénonçant le partenariat public-privé. Enfin, je terminerai cette intervention en saluant la lutte de nos camarades de la PHP, frappés par le plan Hirsch et qui subissent les restructurations hospitalières. La grande dame, c'est comme ça qu'on l'appelle, la PHP, a reculé face à la résistance des personnels. Lutte historique dans ce secteur, par sa détermination, son originalité dans les formes de lutte, la capacité de ses représentants à réunir toutes les fédérations syndicales du secteur dans l'unité, ce qui est historique dans la période. Une première victoire, tant l'unité syndicale est fragile et pourtant vitale pour l'unité des personnels et la réussite d'une mobilisation. La période estivale démarre avec la chaleur et la canicule, encore une épreuve pour tous les personnels des services hospitaliers, mobilisés dans le cadre des plans canicules, prêts à revenir sur leurs jours de repos, de RTT, de CA, comme en 2003 ou en 2013,
pendant la catastrophe ferroviaire de Brétigny pour accueillir, soigner, prouvant sans cesse l'efficacité et le rôle sanitaire du service public de santé que nous défendons partout, ici comme ailleurs, en province comme en banlieue, face aux fossoyeurs de tout poil. Vigilance, vigilance donc camarades, pendant cet été, sans baisser la garde, à l'image de l'association de défense de la maternité de Dourdan, transformée le 1er juillet en comité de vigilance. Tous ensemble, comme à Guéret, défendons nos services publics. Merci, merci Catherine. Maintenant, nous allons aller dans le nord de la France. Nous allons aller dans le nord de la France parler métallurgie, c'est du lourd, du savoir-faire, et parler de rue. Je laisse la parole à Aurélien Motte. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien, je vais me présenter pour tout le monde. J'ai 31 ans, je suis représentant syndical CGT à Sambre-et-Meuse. Je suis fils de cheminot, fils de métallo-résistant en 40, donc la lutte je connais, cette famille. Je suis venu partager mon expérience de Sambre-et-Meuse, ma boîte créée en 1911 et Christour-Vaffini dans le Nord. Sambre-et-Meuse, c'est une petite fonderie d'acier avec un nom connu mondialement. Ouais, mondialement, pourquoi? Parce que les contrats, c'était le Stade de France, c'était les montants de cabines TGV, les bougies SNCF, le tunnel sous la Manche, métro de New York, Tanzanie, métro de Londres, métro de Mexico, mais aussi pièces anti-sismiques de l'Arche de la Défense. Plaque d'égout, une belle société, 3000 personnes en 1984, 17 ans de licenciement, 260 en 2016. Une belle société, eh bien, plus maintenant, parce que mon usine, depuis le 9 mars 2015, eh ben, après 104 ans d'activité, le rideau il s'est baissé. Mais depuis 112 jours, nous, les Sambre-et-Meuse, occupons notre usine, seuls, abandonnés par mon union locale CGT, par mon union départementale CGT, abandonnés par ces gens qui préfèrent copiner avec les politiques, cumulards de mandats, qui, eux aussi, nous ont abandonnés. Et oui, aujourd'hui, ma France, c'est celle de la lutte des places plutôt que celle de la lutte des classes. Notre dernier actionnaire était russe. Notre dernier actionnaire était russe, qui nous rachetait en 2010 avec le concours du gouvernement Sarkozy. Ce gouvernement même nous a échangé comme de la matière première contre des armes à cette fameuse Russie. Pour exemple, les 2 beaux bateaux pas livrés, des satellites matériaux télécommunications et autres armes. On nous a exploités pendant 5 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. L'espoir était revenu depuis quelque temps avec l'entrée en piste de 2 repreneurs. Ayant négocié moi-même le plan social pour mes camarades pendant 2 semaines avec ces 2 repreneurs, un seul sortait du lot avec un projet industriel fiable et une reprise partielle de l'effectif. Mais le tribunal de commerce en a décidé autrement. Il souhaite vendre notre usine aux enchères et pendre comme prétexte que les repreneurs ne mettaient pas assez d'argent. Vive le capitalisme. Pardon, excusez-moi. Faux. Ils souhaitent tout simplement fermer le site. Ces personnes politiques qui, avec l'embargo sur la Russie, nous ont fait crever et arrêter nos commandes. Une honte. Ils souhaitent vendre mes machines, très bien. Qui dépolluera le site de 32 hectares, classé Seveso? Du n'importe quoi. Ça coûtera 2 fois, 3 fois plus cher. Oui, Sambre-et-Meuse, une histoire politique. Je suis boycotté par les médias. On ne veut pas médiatiser notre lutte à grands coups de menaces sur moi-même et mes collègues. Peu importe. Notre lieu de lutte dérange. C'est normal, on a un système de corrompus. Aujourd'hui, sur 260 salariés de Sambre-et-Meuse, 155 syndiqués CGT. Et oui, ça dérange. Mais aujourd'hui, je suis content d'être ici devant vous. Et je remercie de la part de tous les Sambre-et-Meuse, Jean-Paul, Philippe, Mécode Veillère et Françoise Dupont, qui sont venus sur le site de Sambre-et-Meuse. Et eux aussi, à leur façon, sont des Sambre-et-Meuse.
Aujourd'hui, nous ne lâcherons rien. Comme mon grand-père l'a fait en 40, je chaboterai les machines. Ils n'auront rien. Et si mon usine est vendue aux enchères, ils n'auront toujours rien. Et la semaine prochaine, le Tour de France passe à 3 km de l'usine. Croyez-moi que nous aussi, les Sambremeuses, nous allons faire le Tour de France. Camarades, camarades, je pense à vous. Merci de m'avoir écouté. Vive la lutte des classes, vive la résistance et vive la sociale! Je vous avais prévenu, mes camarades. Impossible de parler de transition énergétique sans pouvoir prendre tous les contacts possibles avec l'une des plus puissantes fédérations confédérales de la chimie, le secrétaire ou responsable, en tous les cas, CGT Air Liquide. Je parle de mon ami Jérôme Flamand. Chers camarades, c'est un réel plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Je change de casquette, je prends ma casquette de syndicaliste. Ah, pardon. Donc je disais, je change de casquette, je prends ma casquette de syndicaliste, et grâce à Philippe et à Jean-Paul et à toutes les luttes qu'on a menées jusqu'à présent, et à celles futures, je vais vous parler un petit peu de l'état de nos luttes et de la situation dans le groupe Air Liquide. Je vais essayer d'aller assez vite, le temps est imparti. Mais présent mondialement et dans tous les secteurs qui vont d'électronique, sans oublier l'industrie alimentaire, l'hydrogène, le groupe Air Liquide est à l'image de ses produits, visibles, invisibles et partout. Ce que vous avez en bas, le fût à bière, c'est alimenté par Air Liquide. Vos écrans plats, c'est Air Liquide. Le Coca-Cola, s'il y a des bulles, c'est Air Liquide. Véritable pieuvre industrielle, le groupe Air Liquide étend ses tentacules pour capter tous les profits réalisables sur le monde entier. Les dividendes versés aux actionnaires représentent 54% de la richesse produite en 2014. Les aides publiques pleuvent à hauteur de 42 millions d'euros collectés au titre du crédit impôt recherche et du CICE. Cela ne suffit pas. Au-delà de nos luttes quotidiennes pour l'emploi et les conditions de travail, nous faisons face aujourd'hui à de nouveaux défis. L'Air Liquide a trouvé le moyen de se passer des salariés. En effet, les compétences internes ne sont plus maintenues, les carrières ne sont plus développées et l'Air Liquide ouvre les portes à tout ce qui existe de nouveau, à commencer par les start-up, les high labs, les fab labs et tout ce qui constitue de la manœuvre bon marché pour l'innovation. La situation est urgente. La délocalisation des plus grands projets industriels pour les pays en croissance et à bas coût n'entretient plus le tissu social de la France. Face à ces logiques de compétitivité qui détruisent non seulement nos emplois, mais aussi la valeur industrielle de notre pays, nos luttes s'inscrivent maintenant dans un mouvement perpétuel. Et nous avons obtenu cette année la condamnation du groupe Air Liquide à hauteur de 700 000 € pour discrimination syndicale. C'est pourquoi, et depuis la création du secteur de l'entreprise, nous nous inscrivons l'action sociale dans un mouvement plus large et tout naturellement, la synergie construite avec le secteur des luttes sociales du parti de gauche, avec nos camarades Philippe et Jean-Paul, nous apparaît comme une opportunité d'intégrer ce qui fonde la convergence des luttes pour l'intérêt général, pour enfin construire ensemble une république démocratique, sociale et écologique, débarrassée de la convoitise de la finance. Merci. Merci Jérôme. La lutte, elle se passe sur le territoire français. C'est sans oublier
nos camarades d'outre-mer, entre 8 et 9 000 km. Moi-même, originaire de la Guadeloupe, j'en profite pour saluer Guilhem Saltel. Je sais, avec les moyens dont tu disposes, ce que tu essaies de faire sur la Guadeloupe. J'en profite ici pour saluer Elie Domota, qui vous passe le bonjour, j'ai pu avoir au téléphone. Et je suis tout heureux de passer la parole à un camarade, un militant de la Réunion, Perceval Gaillard. Bonjour à tous, chers camarades. Donc, je me Perceval Gaillard, je suis délégué du comité de la Réunion. J'ai 3 minutes pour vous parler de la lutte qu'on mène actuellement contre le plus grand projet inutile et imposé de France, à savoir la nouvelle route littorale. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques chiffres d'abord pour que vous preniez un peu conscience de l'importance de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui va coûter officiellement environ 1,1 milliard 700 millions. Mais en fait, il va coûter à peu près entre 2,5 et 3 milliards pour une route de 12 km en mer. C'est-à-dire que ça ferait en fait la route la plus chère au monde. Si on prend le chiffre de 1,7 milliard, ça fait 133 millions du kilomètre. Donc c'est vraiment une dépense, une gabegie absolue et c'est vraiment démesuré. Ça a pour conséquence évidemment un endettement de la région Réunion, puisque c'est la région Réunion qui finance, ce qui voudrait dire une région endettée pour 40 ans. C'est-à-dire que toutes les autres compétences de la région, la formation, le tourisme, la continuité territoriale, l'économie, en fait, seraient sacrifiées pendant 40 ans. Donc c'est vraiment pour le développement de la Réunion quelque chose de très très handicapant. L'autre conséquence de ça, c'est qu'il faut à peu près extraire 18 millions de tonnes de roches. 18 millions de tonnes de roches qui vont être prises pour l'instant sur la Réunion. Donc il y a une multiplication des projets de carrière. Il y en a environ 4 ou 5 pour l'instant officiellement lancés. Et avec des impacts sur la santé extrêmement forts, des impacts sur l'environnement, le tourisme, le trafic automobile qui exploserait. Voilà. Donc ça a vraiment des impacts très très forts. Enfin, le dernier point sur la route littorale en elle-même, c'est des ravages sur l'écosystème réunionnais. C'est-à-dire des ravages sur les coraux, des ravages sur la migration des baleines qui sont très importantes pendant l'hiver austral. Donc voilà, c'est un chantier qui a vraiment des impacts très très forts pour le développement de la Réunion. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en termes de mobilisation? On est très présent à la fois dans les mobilisations citoyennes. Donc il y a des collectifs qui se sont créés contre l'exploitation des carrières. Le dernier en date, c'est à Bois-Blanc, c'est-à-dire sur la commune de Saint-Leu, où il y a eu 4500 personnes qui se sont réunies, ce qui à l'échelle de la Réunion est très très important, pour dire non en fait à ce projet de carrière. Donc nous on est présents là-dedans, mais on est aussi présents médiatiquement. On a énormément de prises de position médiatiques dans la presse écrite, dans la presse télévisée, ce qui fait qu'on est en pointe, on est vraiment en pointe à ce niveau-là. On est identifié comme un parti en pointe dans le combat contre la route littorale. Ce qui a une conséquence pour nous, c'est qu'on a affaire à des personnes qui sont extrêmement violentes. Donc il y a une triple adversité face à nous. Le premier adversaire, c'est la droite réunionnaise, c'est-à-dire c'est le président de région et c'est Nervi. Les Nervi, c'est les tontons macoutes, c'est l'équivalent des tontons macoutes à la Réunion. Ces Nervi, ce sont des transporteurs. Donc pas plus tard que lundi dernier, par exemple, on était présent dans un collectif justement contre l'exploitation d'une carrière, et on a eu affaire à des comportements extrêmement violents, en nous promettant effectivement des menaces physiques, quoi, hein. Voilà à qui on a affaire. La deuxième adversité, ce sont les multinationales qui profitent de ce grand projet, et c'est principalement Bouygues et Vinci. Les deux grandes multinationales qu'il y a derrière, c'est Bouygues et Vinci, et eux ont des moyens extrêmement forts. Par exemple, le député maire de Saint-Leu avait fait un référé au Conseil d'État pour invalider le schéma des carrières exactement. Et le rapporteur au Conseil d'État avait été dans son sens, et le Conseil d'État n'a finalement pas donné suite. Et on pense qu'il y a eu des pressions très très fortes de ces multinationales-là pour empêcher qu'il y ait cette décision du Conseil d'État. Voilà. Et le troisième adversaire, et là bon, ça devient habituel maintenant, c'est le gouvernement Valls en fait, hein. Donc en plus d'avoir le soutien des politiques de droite et des multinationales, ce projet-là a le soutien du gouvernement. Valls est venu dans notre département il y a 3 semaines. Il a qualifié le projet de spectaculaire. Voilà, il a qualifié le projet de spectaculaire et il a mis tout le poids de l'État en faveur de ce projet-là. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande un peu et ce dont on aurait besoin à 9000 km d'ici, c'est du soutien du national. Pourquoi? Pour amplifier la mobilisation qui est déjà assez forte, et puis aussi pour nous protéger, nous, sur le terrain. Plus il y aura une participation du national, plus nous, on sera susceptibles d'être protégés dans notre combat, quoi. Voilà. Donc je vous remercie. Je te remercie, Philippe, pour nous avoir donné la parole. Merci à nos camarades d'outre-mer. Avant de poursuivre, juste
Avant de poursuivre, juste deux petits messages. Donc des messages de soutien de syndicalistes. Donc Lionel Buriello, Florange, vous devez le connaître. Donc c'est un message important, un message d'amitié pour le parti de gauche et le Congrès. Et également la SNCM avec Fred Alpozo. Voilà. Nous sommes partis pour le sud de la France. Pour une entreprise et un groupe reine de l'évasion fiscale, je vais passer la parole à un responsable syndical CGT, Fred Ambrosio, pour Total. Bonjour camarades, je me présente, Ambrosio Frédéric, élu CGT de la plateforme de la MED. Je suis salarié de Total. Je vous remercie de m'accorder un temps de parole au cours de ce congrès. À l'heure où je vous parle, Total met tout en place pour ferrailler notre raffinerie. Total, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires en 2014, 12 milliards de bénéfices, dont 7 réservés à leurs actionnaires, 23 milliards d'investissements à l'étranger, 6e entreprise mondiale, 19 millions d'euros des CUCE. La direction a donc décidé de supprimer notre outil de travail, proposant une reconversion du site bioraffinerie, fracassant au passage 200 postes organiques, sans oublier les emplois induits, plus de 2000 salariés. Nous traitons 7 millions de tonnes de barils de brut à l'heure actuelle par an. Et le sombre avenir promis par Total serait de traiter 600 000 tonnes de biocarburants à base d'huile de palme que la pseudo-ministre de gauche, Ségolène Royal, a condamné dans le Nutella. Total divise donc par 10 la capacité du site. Près de 90% des installations seront tuées. C'est pourquoi, depuis 24 jours, les salariés de la raffinerie sont en grève illimitée. Aucun produit ne sort ou ne rentre de notre établissement. La raffinerie est en ce moment même à l'arrêt. Nous ne sommes pas contre une reconversion énergétique et écologique. Néanmoins, nous ne pouvons pas sacrifier notre site pour un pari auquel personne ne croit. Nous demandons l'arrêt immédiat du PSE, l'organisation d'une table ronde avec la direction générale et le gouvernement. Le camarade Gaby Charroux, député maire de Martigues, a invité le directeur de la branche à un débat télévisé en notre présence. Néanmoins, la direction a refusé en bloc tant son projet, si on peut l'appeler ainsi, est viable pour les salariés. Comment un Premier ministre de gauche peut annoncer lors d'une visite à Marseille des embauches dans notre département et accompagner Total à supprimer près de 2000 emplois? Devant le silence assourdissant de la part du gouvernement qui cautionne la casse industrielle et la casse du bassin de l'emploi, la CGT appelle à boycotter toutes les stations Total pour continuer la lutte et dénoncer les agissements du groupe qui préfère augmenter l'appétit grandissant des actionnaires. Nous tenons à nos emplois pour que nous puissions continuer à vivre et à travailler dans notre département. Nous ne lâcherons rien. Je remercie Jean-Paul et Philippe. Et contrairement à mon camarade du Nord, nous remercions notre fédération, notre union locale et notre union départementale pour leur soutien. Tous unis dans la convergence des luttes. Vive la CGT, vive les travailleurs en lutte, vive le parti de gauche.
Avant de passer la parole à notre dernière intervenante, je voudrais, au nom du secteur entreprise, porter un remerciement appuyé à une camarade qui nous a fait profiter de sa clairvoyance politique, mais également de ses connaissances en écologie. Je veux parler de Martine Billard. Maintenant, nous allons aborder un sujet où je vous demanderai d'être très attentifs. Nous avons véritablement découvert une pépite industrielle dans le sud de la France. Je vous demande d'écouter, pour Nexis, Nathalie Cambord. Oui. Camarades, bonjour. Je commencerai par une présentation de Nexis. Nexis, fleuron de la recherche et du développement photovoltaïque français depuis 2009. Nexis, filiale à 65% d'EDF, composée de 80 salariés, qui développe du vitrage photovoltaïque pure pépite technologique. À ce jour, nous sommes les seuls au monde à avoir un produit aussi abouti. À 3 mois de la certification, de la commercialisation et donc de l'industrialisation. Alors que tous les travailleurs pensaient passer à la phase industrielle, courant 2015, le 2000 mars, tout bascule. En effet, EDF décide la fermeture de sa filiale Nexis en prétextant que le produit n'aurait pas sa place dans un marché saturé par la production asiatique. Ceci est totalement faux. Nous avons développé un concept innovant de vitrage photovoltaïque intégré au bâti qu'EDF occulte complètement. La seule concurrence, même asiatique, est à peine à la phase de recherche et de développement, alors que les salariés de Nexis ont déjà le produit fini. Cette avancée permettrait d'être les premiers sur un marché vierge et serait par la même occasion une opportunité pour la France d'avoir le monopole d'un marché émergent sur les énergies renouvelables. Les salariés de Nexis ont un projet de reprise sur le site permettant de développer l'emploi et l'outil industriel localement. Ce projet synonyme de dynamisme et de création d'emplois dans une région déjà sinistrée industriellement répond parfaitement aux besoins d'une production propre d'énergie et de la réindustrialisation. Concrètement, à la loi sur la transition énergétique, en surfant sur la vague de l'écologie, n'apportant des avantages qu'aux actionnaires de groupes privés, toujours avides d'argent facile. Nous réaffirmons aujourd'hui les revendications des travailleurs et de la CGT pour le développement d'un véritable mix énergétique en France, qui réponde aussi bien aux besoins de population, aux droits des travailleurs et non uniquement à l'appétit du capital. La production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques doit prendre sa place dans ce mix énergétique. Or, entre les décisions gouvernementales de développer les énergies renouvelables et la politique d'EDF de fermer Nexis, nous atteignons un paradoxe qui aura des conséquences lourdes sur l'emploi et l'économie du secteur énergétique, mais y compris l'indépendance énergétique de notre pays. Il est primordial de concrétiser le projet porté par les salariés. Cette nouvelle société, en devenant leader dans le domaine du vitrage photovoltaïque pour le bâtiment, participera aussi à la réindustrialisation de sa région et par conséquent à la revitalisation de notre bassin d'emploi. Pour financer ce projet, 25 millions d'euros sont nécessaires. Au vu des délais et de la méfiance suscitée par le retrait d'EDF, il nous est à ce jour difficile d'obtenir des lettres d'intention des financeurs. Les travailleurs avec la CGT déplorent le comportement d'EDF et des actionnaires de Nexis qui semblent maintenir un lobbying anti-reprise. Pour faciliter l'aboutissement du projet, EDF doit céder la totalité des assets, c'est-à-dire bâtiments, équipements et brevets, pour l'euro symbolique aux travailleurs, ce qui démontrerait sa bonne volonté quant à la reprise portée par ces derniers. Pourquoi s'opposer à cela si ce n'est que pour des raisons purement politiques ? Que font les ministères de tutelle? Que font Royal et Macron? Les conséquences, si nous laissons faire, des emplois de recherche détruits et de nouveaux emplois industriels qui ne verront jamais le jour. L'utilisation partisane qui est faite de nos impôts. 75 millions d'argent public ont été investis par Nexis.
Encore une fois, nous développons des produits révolutionnaires et le gouvernement préfère que ce soit industrialisé ailleurs, où les conditions de travail sont moins réglementées et où l'exploitation est plus féroce. Les pouvoirs publics laissent encore échapper volontairement un marché émergent. Les études prouvent un potentiel de 4 milliards de dollars d'ici 2020. Nous sommes toutes et tous concernés. La situation d'Enexis ne fait pas exception dans notre département, vu les attaques qui sont portées sur l'ensemble du territoire. Que ce soit Total Lamed, la SNCM, Saint-Louis, Moulin-Morel, Centrale Gardanne, le Grand Conseil de la Mutualité, la santé, les services publics et bien d'autres, révèlent bien une orientation politique orchestrée par le gouvernement et pour le patronat qui, à terme, mènerait notre département à devenir uniquement touristique, sans industrie et sans service public, devenant le bras au cul de l'Europe. Face à ces attaques, la CGT des Bouches-du-Rhône a décidé de faire converger ses luttes et ses forces. L'asservissement des travailleurs n'est pas la solution et la convergence des luttes a déjà permis de faire aboutir des revendications et de sauver de nombreux emplois. Nous avons le devoir d'amplifier cette démarche et d'y faire participer toutes les forces progressistes pour un réel changement de société. Nous remercions ensemble les forces progressistes, dont le parti de gauche qui nous a toujours soutenus dans notre combat. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Merci Nathalie, merci. Jean-Paul, 1 minute 30 pour nous donner quelques détails techniques, si tu veux bien. Équipez-vous de vos stylos, ce sera rapide. Camarades, le secteur entreprise et lutte sociale est le fer de lance de la lutte de classe concrète au parti de gauche, comme Philippe l'a exposé et comme tous ces forts témoignages en ont montré l'importance. Le secteur est un outil à votre disposition pour aider à la mobilisation de nos adhérents et à faire du parti de gauche un parti de militants comme nous le voulons. Partout où nous sommes venus au fil des luttes, par exemple à Marseille, à Nantes, à Roanne, à Angoulême, à Lyon, à Lille, les mobilisations ont été aussi l'occasion de très riches échanges sur la lutte de classe et sur comment les mener en assemblée générale ou en réunion débat. C'est aussi un fort moteur d'adhésion, allant de pilotes de ligne Air France, de cheminots, de caissières, d'artistes. Et tout dernièrement, ces rencontres en lutte ont permis, nous en sommes très fiers, la création de structures partis de gauche dans le Nord-Pas-de-Calais qui en a bien besoin, à Saint-Omer autour des papeteries Stora Enso et Arjo-Wiggins, et à Maubeuge autour de nos camarades de Sambre-Meuse qui sont 3 présents ici. Non seulement, comme Didier l'a annoncé, il a réussi à faire adhérer 150 camarades à la CGT en 1 an et demi, mais en 15 jours, il en a fait adhérer 20 au parti de gauche. Pour apporter la médiatisation si importante pour les travailleurs en lutte, nous avons créé le site internet que vous pouvez d'ores et déjà consulter, www.pgenlutte.fr, à votre disposition pour vos reportages, photos, vidéos et une page Facebook qui le relaye. Enfin, le secteur est aussi un outil d'élaboration programmatique par ces cercles d'entreprises. Nous en avons d'ores et déjà 4 qui fonctionnent, SNCF, RATP, Airbus, Orange, en attendant ceux que vous allez créer, et en liaison avec des commissions thématiques, en particulier économie, travail et santé. En réponse concrète à la grand-messe écologique du COP21, nous organisons une concrétisation le 3 et 4 octobre avec les premières assises pour une industrie écosocialiste auxquelles nous vous invitons d'ores et déjà. Et je demande à Philippe de faire une conclusion de cette intervention. Donc avant la conclusion, parce que le parti de gauche est un parti qui bouge, Jean-Luc Mélenchon, je sais que tu as une information à nous communiquer qui est en rapport direct avec les luttes. Mes camarades, un mot à la suite de ce que vous entreprenez pour saluer ce magnifique travail. Les camarades, les salariés de Nexis
m'ont fait l'honneur au début, assez me laissant perplexe, de me demander d'être le président du comité de soutien à leur lutte. Je l'ai reçu comme un événement d'un ordre nouveau, parce que je ne crois pas que ça se soit déjà produit dans le passé, qu'une telle demande soit formulée auprès d'un homme qui sent autant le soufre que moi. J'ai donc accepté. Et je voudrais vous dire que je le fais en votre nom à tous et en appui au travail de Jean-Paul et de Philippe et de leurs camarades. J'espère que les 20 nouveaux adhérents feront autant de bruit dans Libération que les 2 je ne sais qui sont partis. Mais pour terminer sur Nexis, les camarades, voyez-vous, c'est une situation incroyable qui montre quel est le besoin de la solidarité. Moi, j'étais persuadé que tout le monde s'occupait de Nexis, pour la raison que c'est tellement incroyable et révolutionnaire. Il s'agit de vitres qui vous rendent un bâtiment autonome énergétiquement. Toute la journée, il n'y a pas besoin de se brancher sur la centrale nucléaire, il n'y a pas besoin de se brancher sur autre chose, ça marche tout seul. Donc ça prouve la viabilité du projet 100% énergie renouvelable. Donc c'est possible, à condition de faire de la planification écologique. Donc moi j'étais persuadé que tout le monde s'intéressait à ça. Et je découvre que non seulement tout le monde ne s'y intéresse pas, mais que personne ne leur répond. C'est-à-dire ils frappent à toutes les portes, ils sonnent à toutes les sonnettes et personne ne répond. Donc la première tâche qui m'a été confiée cet après-midi, c'est d'essayer de desserrer les taux avant la date du 15 juillet où le comité central d'entreprise va se prononcer, et en toute hypothèse avant le 30 septembre où devrait être prononcée, si les choses suivent leur pente, la liquidation. Il est tout à fait clair que nous avons affaire à un sabordage conscient d'un procédé révolutionnaire qui serait, pour prendre une comparaison, la même chose que de mettre une bouteille d'eau dans votre voiture pour la faire rouler plutôt que du pétrole. Je ne veux rien dire contre les camarades qui raffinent le pétrole, cela va de soi. Mais vous comprenez le saut technologique que représente. C'est un produit français et donc nous en avons la totale maîtrise. Alors, j'ai le plaisir de vous dire que nos camarades de Nexis auront un contact dès lundi et seront reçus par Nicolas Hulot, ce qui fait que nous aurons l'occasion de voir si les principes affichés vont être concrétisés. Et c'était cette bonne nouvelle que je voulais vous donner. Merci. Il me reste à vous demander de réserver une belle ovation à tous nos amis syndicalistes.